On l'avait quitté avec des chansons de bonheur qui trottaient dans nos têtes comme un parfum d'été méditerranéenne. Caprice c'est fini, nous. Hervé Villard était bien plus que cela, il nous le montre. C'est un cri du cœur, le titre de son nouvel album. Il chante les poètes. Je vais tout dire avec talent, en regardant nos doigts brûlés par les... Comme l'Olympia et Bobino, le théâtre de 10 heures demeure associé pour Hervé Villard à son enfance fugueuse, quand l'orphelin faisait le mur pour écouter ses chanteurs préférés. Mouloudji, Brel, Piaf, Brassens, Barbara et les autres lui ont donné le goût des beaux textes avant le désir de chanter à son tour. D'un point qui luit tout en haut d'une ville, un garçon de 20 ans, beau comme un ciel d'été, apprend sur sa guitare une chanson docile qu'il chantera demain aux gens du monde entier. C'est une maladie, comme on dit, de jeunesse. Je suis un vieux gamin assez bien conservé. Sans renier le chanteur populaire qu'il est fier d'être, Hervé Villard revient à des textes qui le racontent et qui l'ont en fait conduit à faire ce métier. Un métier qu'il exerce depuis 40 ans avec la sincérité de ceux qui connaissent le vrai prix des choses. Hervé Villard, merci. Ça n'est une surprise que pour ceux qui ne vous connaissaient pas, de vous voir interpréter comme ça Ionesco, Aragon, les grands poètes. Mais c'était j'allais presque dire une retrouvaille avec vous-même. Bonjour. Vous savez, c'était une nourriture lorsque j'étais un adolescent un peu désaxé. Je venais d'un monde très clos, un monde d'orphelinat. Ensuite, j'ai été élevé dans le Berry, dans le fin fond de la France, par cette famille berrichonne où on ne lisait pas. Il y avait là un homme, Nénès, qui était mon père adoptif, enfin mon père nourricier, qui il faisait semblant de lire. Il connaissait le livre par cœur de La Mare au diable, puisqu'il était né dans le Berry, au pays de George Sand. Donc il connaissait cela, il ne savait pas lire, mais il faisait semblant de lire. Donc ensuite, quand j'ai voulu quitter cette enfance-là, ce pays-là, je suis monté à Paris. Et là, j'allais errant dans les rues, à la recherche de quelqu'un. Et naturellement, la musique, les chanteurs, les chansons qui me parlaient, les chansons de Mouloudji, de Francis Lemarque et des autres, m'ont nourri. Alors je passais clandestinement, on peut dire, d'un bordel de la rue Germain-Pilon, dans une rue sombre de la rue de Pigalle, à ces petits cabarets qui existaient encore, où chantaient les grands qui servaient, Philippe Clay et les autres qui servaient la chanson française. Il y avait là Brel, Brassens, qui revenaient sur les lieux où ils avaient créé leur crime, au fond. C'est-à-dire qu'ils étaient devenus, bien sûr, des gens illustres, mais ils avaient un besoin de revenir sur ces lieux où ils avaient débuté. Ce sont ces chanteurs-là, ces poètes, on peut dire, c'est-à-dire ceux qui avaient ces blessures au cœur, Voilà. qui vous ont donné envie de passer le mur pour être chanteur à votre tour. Oui, curieusement, on parlait en orphelinat beaucoup de Johnny Hallyday, de Sylvie Vartan, de Sheila. J'avais rien contre, tout le monde avait son petit poster dissimulé derrière son dortoir, enfin dans le dortoir, qu'on planquait soigneusement parce qu'il se faisait arracher facilement. Ou James Dean, ou ce que vous voulez, une voiture de sport, ou un footballeur quelconque. Moi, c'était pas ça du tout. J'avais une petite photo comme ça de Mouloudji, de Claude Nougaro et de Dalida, qui m'avait envoyé un petit mot gentil. Et je l'ai gardé dans ma poche. Mais tout ça a mûri avec le temps. Et après, je me suis dit,
pourquoi je chanterais pas. Ouais. Et à cette époque-là, lorsque j'ai signé mon premier contrat, eh bien, on a voulu me faire chanter des wap-doo-wap, des yé-yé, enfin les chansons de l'époque. Et je n'étais pas, je sais pas ce que je ressentais. Moi, je sentais les chansons de Prévert, tout ça. Enfin, parce que j'étais devenu vendeur de disques, enfin disquaire, si vous préférez. Entre-temps, grâce au secrétaire de Jean Moulin, qui est devenu mon tuteur devant la loi. Alors, il a fallu trouver un job. Et là, je me suis nourri de musique classique, de jazz, mais notamment aussi de belles chansons poétiques. Et là, il a fallu, bien sûr, faire un choix. Donc, je me suis dit, eh bien, puisqu'ils veulent que je chante enfin, des chansons, si j'avais un marteau, des choses comme ça, qui étaient des chansons surtout adaptées de Et l'américain, qui des chansons triomphait anglaises. à ce moment-là, dans les années Moi, je ne 60. ressentais Ouais. pas. J'ai dit, ben, je vais les écrire moi-même. Et c'est là que j'ai écrit Qu'après c'est fini. Ouais, 19 ans et un triomphe, des millions de disques vendus, et vos amis qui n'y croyaient pas, qui disaient le petit Hervé qui vend des disques, jamais, jamais il ne va réussir comme ça. C'est-à-dire que dès le départ, vous aviez cette envie, pour cette, évidemment, vous parlez de cet orphelinat, vous avez été, j'allais dire, vous avez appris à vous battre. Oui, mais c'est surtout la rencontre d'un public. Moi, je suis un artiste qui s'est beaucoup laissé porter par les gens, hein. C'est-à-dire que j'ai suivi mon instinct. C'est-à-dire que je n'ai pas toujours chanté des choses magnifiques, c'est vrai. Je me suis souvent gouré, mais il y a quelques chansons quand même que je ne peux pas renier. Nous revient, méditerranéenne, tout ça, ce sont des chansons avec lesquelles je me suis acharné. Moi, j'ai appris mon métier à Mexico, au fin fond de la Colombie, sur le bassin méditerranéen, en Grèce, en Turquie, à Capri et ailleurs. Je ne connaissais rien de ce métier au départ. J'avais envie de chanter, mais je ne savais pas chanter. Donc, comme vous dites, je me débattais Ouais. dans un métier que je ne connaissais pas. Donc, comme l'opportunité m'a été donnée d'aller chanter à Rio et ailleurs, je suis parti avec des musiciens qui m'ont appris mon métier. Je me souviens très bien des chanteurs, des bassistes avec lesquels j'étais, qui jouaient parfois avec Sinatra, avec Count Basie, qui étaient des gens qui venaient du jazz, qui avaient déjà la cinquantaine, et moi j'avais à peine 19 ans. Et ils m'apprenaient dans les chambres d'hôtel, comme ça, en me disant chante bien en place, apprends, tout ça. Et j'ai pas voulu systématiquement appartenir au vedettariat. Je suis parti tout de suite. Je me suis pas occupé non plus de salut les copains, vous savez, de tout ça, où il fallait absolument porter le drapeau américain sur son dos pour montrer qu'on était une idole Vous incomparable. êtes un peu rebelle aussi d'une certaine façon. C'est-à-dire une carrière, un succès, et en même temps Hervé Villard lui-même. Vous êtes toujours resté vous-même. C'est-à-dire que j'ai refusé de chanter ce que je ne ressentais pas. Et je me suis très vite aperçu que j'étais un latin. J'ai jamais connu mon Ouais. père, j'ai connu ma mère qui est une femme des faubourgs parisiens, mais qui malheureusement a eu des drames dans sa vie et qui n'a pas pu m'élever. Mais très vite, je me suis rendu compte que j'étais un latin, surtout lorsque j'ai chanté beaucoup dans les pays latins, notamment en Amérique latine. Là, je me rendais compte qu'il n'y avait pas vraiment de différence entre moi, si je puis dire, et un chanteur mexicain. Je m'exprimais avec les mains, d'une manière très farouche, très comme ça. Et ça me convenait parfaitement parce que je me planquais derrière les mots et derrière, comme on peut dire, derrière ses entrailles, hein. Il faut chanter avec son ventre et on en fait un peu beaucoup, mais ça a un côté théâtral très intéressant. Vous avez cité le nom de Dalida. Elle Oui. a été un peu celle qui vous a incité à y aller. Vous êtes allé la rencontrer dans les coulisses un jour. Et puis de cette relation, parce qu'elle aussi, les blessures d'une existence, la difficulté, et puis à la fois un répertoire heureux, et Oui. puis des chansons aussi parfois tragiques. Ouais. Ça vous ressemble aussi, ça? Je veux dire que je lui ressemblais. Lorsque je suis entré dans ce métier, j'avais vraiment le sentiment d'être son enfant. Car elle roucoulait beaucoup en me parlant et en me disant Hervé, garde ton petit blazer, ta petite cravate et surtout n'aie pas les cheveux trop longs, ne me mets pas des jeans troués. Vous voyez, parce qu'elle savait que j'étais quelqu'un qui était un élu du peuple et un enfant qui pouvait peut-être avoir un avenir parce qu'il y avait toutes ces mères de famille qui me portaient avec le destin que j'avais eu et cette enfance, c'est vrai qu'il y avait un amour très fort. Il n'y avait pas que des jeunes filles, des jeunes garçons qui aimaient ça parce qu'ils avaient mon âge. Il y avait aussi leurs parents, leurs grands-mères qui se disaient il est bien ce petit gars-là. Et Dalida, qui avait déjà une vingtaine d'années d'expérience dans ce métier, savait tout ça, bien entendu. Il me disait fais très attention à toi.
tu as un destin dans ce métier, surtout ne le gâche pas en essayant de me chanter du rock and roll qui ne ressemble à rien. Évidemment, parce que le rock and roll, ça n'était pas mon, ça ne me ressemblait pas. Mais c'est vrai que j'étais très tenté parce que j'écoutais aussi la musique des Beatles et des Rolling Stones. J'adorais Mick Jagger, j'adorais Otis Redding, j'adorais tous ces chanteurs. Et j'étais un petit peu parfois tenté de me dire, et si je faisais du rhythm and blues? Et parfois, je l'ai fait, et c'était une catastrophe. Et il y a l'amour du public, parce Ouais. que ce public qui vous a fait un triomphe récemment encore au Théâtre de 10 heures avec ce répertoire de poèmes, on va en reparler de chansons de grands poètes, il attend aussi vos succès qui sont associés, vous en interprétez certains dans ce spectacle encore Mm. aujourd'hui. Moi, je Mm. parlais de l'amour du public, Mm. c'est-à-dire ce sont des succès. Mm. Je disais un parfum d'été, vous Mm. avez toujours représenté finalement l'image d'une certaine image de l'amour, de la séduction aussi. Oui, mais vous savez, dans ce métier, il paraît que j'ai une très mauvaise image. J'ai été un chanteur ringard, j'ai été un chanteur has-been, j'ai été un chanteur à la mode, moi, m'occupe pas beaucoup de mon image. Ça m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est avec l'expérience que j'ai acquis dans ce métier, c'est de servir ces auteurs qui m'ont servi et qui m'ont nourri, comme je vous disais auparavant, dans mon adolescence. Et je ne voudrais pas que ces chansons d'Aragon, de Prévert, de Bernard Dimet, de Jean Genet meurent, Ouais. restent dans un tiroir sous prétexte que le mercantilisme appartient à notre métier. C'est vrai, aujourd'hui, on voit très bien que certains chanteurs illustres sont rejetés de leur maison de disques. Moi, ça m'est égal tout ça. Ce qui m'est important pour moi, c'est d'aller chanter sur scène. J'ai une maison de disques, tant mieux. Ils n'ont pas l'air de vouloir me quitter, tant mieux. Il n'y a pas de grand divorce, tant mieux. Mais ce qui m'importe, je voudrais que la jeunesse estudiantine, lorsque je vais chanter à Mexico, on me parle de Beaubourg, on me parle plus de la Tour Eiffel, mais on me parle encore d'Aragon, on me parle de Prévert, on me parle de tous ces poètes illustres. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, à l'époque de toutes ces Star Academy, sur lesquelles j'ai rien contre, il vaut mieux chanter à Star Academy que chanter rien du tout. Mais je veux dire, j'ai le sentiment qu'on peut servir une autre chanson. Et mon parcours est long, Dieu merci. Donc aujourd'hui, je veux servir la belle chanson française. Et alors, je disais, ceux qui ne vous connaissaient pas ou mal peuvent s'étonner, mais ceux qui vous connaissent ne s'étonnent pas que vous puissiez chanter comme ça. Par exemple, Bernard Dimet, voir des visages, et vous dites c'était une maladie, comme on dit, de jeunesse. Je suis un vieux gamin assez bien conservé. J'ai toujours adoré les chemins de traverse qui vont du Sacré-Cœur au quartier réservé. Oui. On a l'impression que Bernard Dimet, il a écrit ça pour vous. Eh bien, je vais vous dire, il l'a écrit devant moi, Ouais. avec Mouloudji. Mais je n'étais pas adulte à l'époque. J'étais encore très écorché vif. Et il me disait, dommage que tu ne sois pas une jeune fille, sinon j'aurais écrit pour toi. Mais comme tu n'es pas encore mûr, tu es encore un enfant, chante donc ce que tu as allé chanter, tes italienades, va les chanter, comme tu chantes avec ton cœur, et on verra plus tard. Malheureusement, il est parti trop tôt. Ouais. Il y a une autre chanson, c'est L'écharpe. Oui, Maurice Fanon, lui aussi parti trop tôt. Si je porte à mon cou. en souvenir, En de, souvenir toi, de toi. cette écharpe de soie que tu portais chez nous, c'est tellement beau. Ça, c'est un ravissement. C'est la chanson française par excellence. C'est de la dentelle. Vous voyez, c'est de la poésie, naturellement. Mais vous savez, la poésie, elle fait souvent mauvaise figure avec la chanson. Parce que la langue française ne nous permet pas, j'allais dire, culturellement, on ne peut pas gueuler mon amour. On dit mon amour, mon amour. Ouais. Donc on ne peut pas dire mon amour en hurlant. Donc, et cette chanson de Maurice Fanon est vraiment pour moi la chanson d'amour par excellence. Ouais. Et Claude Léveillé, hein, Ça, qui, c'est un c'est Québécois. Frédéric. Qui- Ça, c'est la chanson d'amitié, c'est Oui, la chanson du souvenir. Ouais, c'est un Québécois qui a écrit ça pour Piaf. Ouais. Mais elle a disparu trop tôt, donc il l'a chantée lui-même. Mais moi, cette chanson-là, elle me rappelle surtout vous savez, les bassins houillés
du nord de la France, lorsque ces familles qui étaient mineures, où il y avait parfois 5, 6, 10 enfants qui partageaient le repas familial du dimanche, et où on sentait le respect du père parce que c'est lui qui donnait à manger à ses enfants. Et cette chanson, Frédéric, qui parle vraiment du chef de famille. Quoi, qui te Je rappelle me Frédéric, fous du monde entier quand Frédéric me rappelle les amours de nos 20 ans. Voilà, Rien que ça, déjà, on est évidemment dans la confidence, dans le voilà. souvenir de Donc la c'est une présence. chanson québécoise, mais on peut l'adopter aussi à ces familles populaires d'immigration polonaise qui venaient en France ou italienne, qui venaient gagner leur vie, où le père était le patriarche et donnait du pain à ses enfants. Et il y avait une véritable valeur là. On sentait que c'était puissant. Ouais. Et moi, à un moment de ma vie, j'ai eu besoin de ce père que je n'ai pas connu. Et cette chanson m'a bouleversé, donc j'ai eu envie de la mettre sur cet album. Les chansons vous ont sauvé la vie à certains moments. Vous avez parfois essayé de vous suicider, mais c'est des chansons qui vous ont rappelé à la vie. Je ne pense pas que j'ai tenté de me suicider, j'ai tenté de me perdre. J'ai tenté de me laisser râler. Parce que, comme je vous disais, il n'y avait pas de stabilité dans ma vie familiale. Et comme je n'avais pas de stabilité familiale, évidemment, j'avais du mal à fonder une famille. Et quand ma muse, Dalida, est partie, je me suis senti une seconde fois orphelin, c'est vrai. Donc j'ai eu aussi la tentative de partir. Il y a une chanson qui s'appelle Le condamné à mort, mais c'est un texte, bien sûr, Jean Genet. Et alors vous la chantez, Hervé Villard, avec une émotion qui est très forte. Parce que c'est la chanson contre la peine de mort. Et que naturellement, moi je ne suis pas un homme qui fait de grands discours, ni un philosophe, mais je crois que il faut abolir ça dans le monde entier. Donc tant qu'elle ne sera pas abolie sur le monde entier, il y aura des gens pour crier cela. La mort d'un homme ne vaut rien. Donc Jean Genet a écrit là un cri magnifique sur l'histoire d'un homme qui parle à son amour et qui sait qu'il va mourir parce qu'on va lui trancher la gorge. C'était à l'époque où nous avions encore la guillotine en France, il n'y a pas si longtemps que ça. Et Dieu merci, c'est banni, mais il reste encore à travers le monde. Et comme je voudrais aller me balader à travers le monde, et je vais avoir la chance d'aller chanter dans quelques universités pour l'Alliance française, à travers le monde, notamment aux États-Unis et ailleurs, j'ai pensé qu'il était de bon ton de mettre cette chanson à mon répertoire. Ouais. Et en plus, je vais vous dire, j'ai le sentiment parfois qu'elle a été écrite hier pour moi. Ouais. Très sincèrement. Parce que je la ressens véritablement, viscéralement, lorsque je la chante et je l'interprète. Et il y a le cri du cœur, parmi d'autres cris du cœur, ce titre du disque, c'est Quand les hommes vivront d'amour. Ouais. Et ça, bon, bien sûr, c'est un hymne, pratiquement. C'est une chanson universelle. Oui, oui, c'est un des plus beaux cris de l'évêque. C'est-à-dire, quel est, sur cette terre, qu'est-ce qui vaut mieux que l'homme? Pourquoi on se déchire? Pourquoi on se... Enfin, je ne veux pas faire de grands discours, je ne suis pas là, je n'ai pas chanté, vous savez, pour devenir quelqu'un qui doit faire passer des messages comme ça, si ce n'est que celui du cœur. C'est pour ça que j'ai intitulé mon album Cri du cœur, qui est une jolie chanson de Jacques Prévert qu'avait chanté autrefois Catherine Sauvage. Ouais, et évidemment des mots, les mains d'Elsa, c'est Aragon que vous interprétez. Donne-moi tes mains pour l'inquiétude, donne-moi tes mains dont j'ai tant rêvé dans ma solitude, donne-moi tes mains que je sois sauvé. Oui. Ça, c'est la main tendue. Ce sont des mains tendues que vous avez trouvées dans votre vie, Hervé Villard, à certains moments. La main tendue du public qui vous a apporté le succès et la main tendue de ceux qui vous ont fait croire que tout était possible. Absolument, c'est l'histoire de quelques hommes, quelques femmes qui ont cru, peut-être. Vous savez, j'ai eu la chance, lorsque je suis sorti, lorsque je frôlais la délinquance, de tomber sur un homme extraordinaire, après avoir eu un enseignement, j'allais dire, catholique,
par un prêtre dans ma tendre enfance berrichonne, où je sentais que j'étais pas l'enfant élu, là. Hein. J'étais simplement un enfant nourri, mais il n'y avait pas d'amour. Ensuite, donc, j'ai quitté ce prêtre qui m'avait quand même fait lire Stendhal et tant d'autres. Bernanos, c'était assez révolutionnaire pour un théologien, un petit curé de campagne. Et un jour, j'ai rencontré Daniel Cordier. Daniel Cordier, c'est qui? C'est un homme illustre qui a refusé tous les ministères de ce pays, enfin de la France, que les présidents aient été de droite ou de gauche. C'était le secrétaire particulier de Jean Moulin. C'est-à-dire c'est un homme d'une générosité qui s'est mis au service de l'art, qui est au service de l'enfance, au service de la peinture, au service de l'humanité. Et vous avez fait rencontrer... vous avez vu il- Malraux, vous avez rencontré il est devenu Mendes. mon tuteur devant la loi et il m'a dit tu retournes en orphelinat Ouais. et je vais t'en sortir. Et c'est une vraie main tendue. Et à partir du moment où il a commencé à m'aimer, à s'occuper de moi, et je me suis senti des ailes. Et c'est là où j'ai pu me libérer et écrire ces petites chansons d'amour. Mais quelque part, je sais que je les ai écrites pour lui prouver que j'étais à lui. Ouais. Et que j'étais heureux d'avoir affirmé que je deviendrais chanteur et que j'étais capable d'écrire des chansons, alors que je ne savais rien. Et ces chansons que le public reprend encore aujourd'hui, qui sont encore dans les cœurs, qui font fredonner, qui rendent heureux aussi d'une certaine façon, sont vos enfants? On ne peut pas dire elles ne m'appartiennent plus. Moi, je les chante. On me dit, ça ne vous ennuie pas de chanter qu'après c'est fini depuis 40 ans. Vous savez, il y a des gens toujours très, très rébarbatifs dans notre métier qui vous disent toujours ça vous ennuie pas, ça vous ennuie pas. Comme si ça nous ennuyait de faire ce métier. Non. Moi, ce sont des chansons qui sont dans le cœur des gens. J'ai chanté hier soir dans un café parisien où, parmi la haute direction de la littérature française, il y avait là de grands éditeurs, de grands auteurs, de grands écrivains. Je leur ai chanté Duras, Jean Genet, etc. Et à la fin, je ne m'attendais pas à cela. Et ils m'ont tous réclamé qu'après c'est fini. Donc je l'ai fait avec cœur. Parce que c'est donner de l'amour qui compte. Mais bien entendu, chanter, c'est aimer les autres. C'est une vocation. Ça n'est pas qu'une histoire de show business et de fric. Ça n'a pas d'intérêt. Vous savez, j'ai gagné $1 million à 18 ans. Je n'avais jamais touché $1 de ma vie. Je ne savais pas ce que c'était $1. Alors, une fois que j'ai eu cet argent, à ma majorité, à 21 ans, puisque à l'époque, la majorité à 21 ans, on a eu le temps de réfléchir. Daniel Cordier a eu le temps de réfléchir, de placer cet argent, de s'occuper de moi. Le reste, je n'ai jamais chanté pour l'argent. J'ai chanté, j'ai tendu les mains, j'ai crié, parfois maladroitement, parfois généreusement, parfois avec tout, mais d'une manière sincère. Et ça, je ne veux pas qu'on y touche. Je ne veux pas qu'on me change. Je veux continuer à faire selon mon instinct. Et mon instinct aujourd'hui, c'est de porter la poésie. Et je vais m'appliquer encore à faire d'autres chansons à la hauteur de celle-là. C'est une ouverture, celle-là. C'est pour leur dire que je suis capable de le faire aussi. Ouais. Mais dans le futur, bien sûr, maintenant que j'ai mis un pied, vous voyez, vers cette poésie, j'ai l'intention de mettre deux. Ouais. Et Hervé Villard, l'enfant et ses blessures, il est toujours là, l'enfant que vous avez été. Naturellement, je serai toujours l'enfant d'un autre. Toujours. Toujours. Et j'en suis très fier. Très, très fier. Et le public est d'un éclectisme, vous ne pouvez pas imaginer. On voit des gens de couches sociales très, très, très... C'est ça, certainement, être populaire. C'est-à-dire que vous avez dans le public des gens d'un milieu social très, 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 très bas, on va dire. Hein, et puis des gens illustres. Aragon venait me voir à l'Olympia. Marguerite Duras, j'étais son enfant chéri. Donc, quand elle se mélangeait avec... au contraire, j'ai de très bons dialogues avec les boulangères, mais avec la boulangère du quartier, c'est là certainement que Marguerite Duras puisait son énergie, hein, je veux dire. Mais il y a dans ces salles
populaire, un véritable amour. Et c'est là où est ma devise. Ouais. C'est de me dire, toute ma vie, je m'appliquerai pour vous. Je le ferai pour vous. Parce que c'est quelque part leur dire merci. Aujourd'hui, j'ai rien d'autre à prouver, si ce n'est que m'appliquer à grandir, j'allais dire, culturellement. Ouais, et ces chansons, elles ont été écrites dans la rue souvent. On parlait de Bernard Dimet, on parlait de Pigalle, on parlait des cafés. Mm. Ce sont aussi des textes magnifiques qui sont aussi devenus des chansons populaires. Oui, Vous êtes d'un milieu qu'on dit populaire, Oui. et vous êtes un chanteur populaire. n'est-ce pas? C'est ça, là, j'allais presque dire la plus grande fierté, la seule bannière. C'est la plus belle histoire qui puisse vous arriver en étant un artiste, un chanteur. Je connais des écrivains, je connais des peintres, je connais des acteurs, souvent de cinéma, parce qu'au théâtre, ils ont quand même le partage avec le public. Mais les acteurs de cinéma, souvent, se mettent à faire un disque ou dès qu'ils peuvent, hein, et nous envient, parce que nous avons cette espèce d'échange inouï avec les gens. Chanter dans une salle et l'entendre et la sentir bouleversée, c'est la plus belle, c'est la plus belle, j'allais dire la plus belle messe du monde. Et si on dit simplement de vous, on dit Hervé Villard, et qu'il y a un sourire à l'énoncé de votre nom, un sourire d'amitié, d'affection, et qu'on pense à une chanson et qu'on pense à ses propres souvenirs aussi, on se dit on fait partie de la vie des gens. Oui, c'est le prix à payer. On est un personnage public, donc il y a un prix à payer. La gloire n'appartient pas à tout le monde, mais rassurez-vous, moi la gloire, j'y crois pas. Ouais. Je crois la gloire, elle est pour celui qui vous regarde, qui se dit, ah, ce petit-là, il est bien, bravo, je l'aime bien, ou cet artiste-là, je l'aime beaucoup, quelle chance il a. Mais de l'autre côté des coulisses, il y a parfois des douleurs, des pensées, il faut une assurance, il faut être parfois égoïste, et c'est parfois lourd à porter. Donc moi, je ne crois pas en la gloire, je m'en méfie, et si vous saviez, je fais très attention à ça. Je crois qu'elle vous brûle les ailes, mais Et quand le rideau, elle est là ouais. par rapport aux gens qui viennent, qui payent une place au théâtre pour venir vous voir. Mais quand le rideau tombe, on se dit tout va recommencer, la magie des lumières. Non, on se dit, est-ce que je vais pouvoir Ouais. recommencer encore une fois? C'est le temps, l'idée du temps qui passe. Certainement. Il ne faut pas penser trop au temps. Il faut surtout regarder passer les nuages. Merci Hervé Villard d'avoir été avec nous. Et c'est Cris du cœur, c'est le nouvel album d'Hervé Villard. C'est un album pas comme les autres, un très très beau disque pour retrouver les poètes et retrouver cette voix qui les porte si bien. Merci d'avoir été Je vous notre remercie invité. infiniment. Bonjour à tous. Avec talent, en regardant nos doigts brûlés par un point qui luit tout en haut d'une ville. Un garçon de 20 ans, beau comme un ciel d'été, apprend sur sa guitare une chanson docile qu'il chantera demain aux gens du monde entier.